Si tout le monde a basculé sur intervenant, vous ne devez plus avoir que en principal, en grand écran, Michel et Louise. Merci Agnès. Je vais commencer par vous lire un extrait de Ligne brisée. Donc, le segment 1, la rupture, deux personnages. Sylvie, qui est une femme aux alentours de la quarantaine. Antoine, qui est un homme, qui est son mari, aux alentours de la cinquantaine. Donc, cette pièce alterne des dialogues et également des commentaires qui sont des commentaires statistiques. Donc, ça commence par un commentaire. Si les hommes se suicident en moyenne 3 fois plus que les femmes, celles-ci sont les plus nombreuses à passer à l'acte dans la tranche d'âge 45 à 54 ans. Ceci est souvent en rapport avec des épisodes dépressifs faisant suite à une séparation. L'homme choisira majoritairement la pendaison, alors que la femme absorbera de doses massives de barbiturique. En revanche, la femme utilisera dans 2% des cas une arme à feu contre son partenaire. Sylvie, jupe démodée, chemisier à fleurs, près d'elle, une bouteille de vodka et un verre. Elle fait tourner le barillet d'un revolver comme pour faire la roulette russe. Sylvie. Laquelle? 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 Laquelle des deux choisir? Telle est la question. Elle ou moi? La jeune ou la vieille? La jaune ou la bleue, c'est ainsi que ça commence. Mettre ou ne pas mettre. Antoine, Antoine, la bleue, la jaune. Dis, regarde Antoine. Au moins un œil. Oh! J'ai crié haut. J'insiste. Antoine, Antoine! Sa tête bouge, si on peut appeler ça bouger. Le signifié du geste va savoir. Faudrait être Roland Barthes pour interpréter. La jaune, j'ai dit. La jaune, t'es sûr? Pas la bleue? Oui, qu'il fait. Oui quoi? C'est pas clair ton oui. Ça n'aide pas. Pourquoi pas la bleue, j'ai dit. Il bondit du canapé, 100 000 volts dans les reins. Il gueule « Putain de vital !» Aucun rapport. Encore une fois, aucun rapport. Antoine, il est comme ça. Toujours à côté. Le 11 septembre, les yeux rivés à ne pas y croire, aimantés à l'écran, putain les trucages qu'il gueulait. Et le 11 septembre, c'était sérieux. L'Occident, ça ne sera plus jamais pareil. Tour écroulé, monde écroulé, nous aussi, depuis pareil. Mais là, un ballon rond, des gus qui courent après, c'est rien, zéro. Pourtant, lui, aimanté tout pareil. Elle boit un verre de vodka. La lumière change. Antoine, assis sur sa valise. Je n'aime pas qu'on me dérange pendant un match. Et le reste du temps, j'ai horreur des questions, des choix et des scènes qui accompagnent les choix. L'éducation marque pour la vie. Ma mère, qui pourtant n'avait pas lu Platon, disait « respecte ta moitié ». Et elle disait « deux corps et une âme partagée, ça fait une moitié ». Elle croyait au couple, à défaut de maîtriser l'arithmétique. Dans les périodes de gros temps, et Dieu sait s'il y en a eu dans mon enfance, on avait droit à la métaphore du rafio qui résiste dans la tempête des engueulades. Mon père ricanait.
Pour lui, c'était plutôt les engueulades qui résistaient. J'ai cru au mariage, je le jure. L'an dernier, j'aurais étranglé la gitane qui m'aurait prédit une séparation. J'aurais chassé l'idée, comme une mouche de printemps. Un réflexe de me combler. Combler, oui, disons heureux, installé, tranquille. La routine, quoi. Les collègues, les clients, les séminaires, les kilomètres, les nuits d'hôtel, les corps étrangers, les retours aux sources, les mômes, Sylvia et le poulet du dimanche, le barbecue du 15 août, les copains, les matchs, les bières, la télé. Et Sylvie, 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 les interrogations de Sylvie, en crescendo, pointues, vicieuses. Les femmes, lorsqu'il s'agit d'amour, ça vous torture. Vous écartèle le sexe pris entre le marteau et l'enclume, et le cœur au pilori. À chaque retour de déplacement, soumis à la question sous l'œil méfiant de la grande inquisitrice. Tu me trompes? Tu m'aimes encore? Tu m'aimes plus? Tu ne m'aimes plus? Ah, c'est moi que tu aimes, dis-le. Tu m'aimeras toujours, dis-le. 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 Toujours. Qu'est-ce que ça veut dire toujours à l'ère du transhumanisme, à l'aune d'une vie? Jusqu'à la fin des temps? C'est vertigineux quand on réalise toujours égal à jamais. Tu m'aimeras à jamais. À un moment d'inattention, de lassitude, d'égarement, tu omets la préposition à et bam, le drame surgit du livre grammatical. Le bûcher se rapproche, les flammes te lèchent déjà les burnes. La tragédie du couple tient à une putain de préposition. Ah, vive l'Académie, vive Grévis. Une putain de lettre avec un accent grave. Faire gaffe dans la tourmente des questions de Sylvie. Un bordel inextricable d'interrogations sans logique qui m'assaillent. T'aimes toujours la tarte tatin? Dis, on va où dimanche? Tu la trouves mieux que moi? Tu préfères laquelle? Le mariage de machine et truc. Mais si Antoine truc, tu sais bien, tu me regardes plus? Regarde-moi Antoine. La lumière baisse. Deuxième commentaire que je vais vous lire parce que la technique ne suit pas, ça ne part pas. Donc, je vous lis. The European Review of Sociology a publié en 2019 une étude menée auprès de 20 000 hommes issus de 12 pays européens. 60% d'entre eux préfèrent regarder un bon match plutôt que d'avoir des relations sexuelles. Parmi eux, 95% déclarent ne rien voir autour d'eux lorsqu'ils regardent un match de foot à la télévision. Sylvie, le revolver sur les genoux, la bouteille de vodka à portée de main. Le foot, la robe, les avions, les tours, pas tout mélangé. L'histoire majuscule embrouille l'histoire minuscule. Fatras de phrases à n'y plus rien comprendre. Exister un jour de match, autant pisser dans une glacière. Je dis toujours ça. Le ballon roule, la vie cesse. J'ai enfilé la jaune, cette horreur couleur Krishna. Le zip glisse mal, ça coince là.
Elle a dû rétrécir. Ça arrive, c'est lié à la naphtaline. Oui, formel. Je l'ai lu dans un magazine. Des conneries? Possible. Il y en a tant qui s'impriment et qu'on gobe. Pas de peau, je me suis dit, à une semaine du mariage de Cathy, le 5e, elle persévère, Cathy. On peut dire qu'elle les additionne, les multiplie même. Elle dit, la jeunesse, ça ne dure pas, qu'importe le nombre tant qu'on peut. Un jour, le gros lot, peut-être elle le tirera. Il faut miser d'abord, et ça c'est courageux, à son âge. Je ne critique pas son courage, encore moins son âge. Bon, bref, j'ai dit à Antoine, tu peux m'aider s'il te plaît? La fermeture est claire. Pas maintenant, il répond. Lui, il compte ses mots. 2, pas plus. Quoi, pas maintenant? J'insiste. 1 minute, ça te prendra une petite minute. 60 putains de secondes à peine. Le stade va pas s'écrouler. Qu'est-ce que t'en sais? Paniqué, il est. T'es sérieux, là? Les avions éventreurs, ils étaient toujours là, figés sous ses paupières, collés par la stupeur du moment d'il y a longtemps, les trucages qui n'en étaient pas. Mais il n'y a pas de tour sur la pelouse. Saint-Denis, c'est pas New York non plus. Pas extrapoler le pire, j'ai dit. Rester dans le concret. Et le mariage de Cathy, c'est concret et du peu au jus. Donc, le deuxième extrait, c'est extrait d'un texte qui s'appelle « Les silences », qui a été publié en juillet dernier et qui met en face à face une mère et sa fille qui sont en froid depuis longtemps pour diverses raisons et elles vont se retrouver à Paris juste pour quelques jours pour décider du sort de l'ex-mari d'Éléonore, la mère. Donc, le premier jour, elles se sont retrouvées au musée d'art moderne, ça ne s'est pas bien passé. Et là, on est dans la deuxième partie, puisque ça se passe sur 3 jours. C'est le deuxième jour. Éléonore, qui est la mère, se retrouve dans un jardin public sur un banc. Elle ouvre un journal et elle lit. Les salaires en baisse, le chômage en hausse, la politique dedans d'or, jamais ce qu'il faudrait de bas en haut. Daesh se replie en Syrie. Camp palestinien en ébullition, toujours la même histoire. Fait divers, un enfant mordu par un pitbull. On a Baki. Le chien, l'enfant, ils disent pas. Elle replie le journal. Je n'ai pas toujours été sèche, aussi vide, le cœur aussi endurci. À 20 ans, je chantais des refrains de midinette, amour toujours, des bêtises dégoulinantes de sentiments, avec de belles rimes si possible en anglais. Et j'ai rencontré Antoine. Antoine, Marie-Madeleine rencontrant Jésus, un type qui en voulait. J'ai cru que l'amour se confondrait à l'éternité. On y croit toutes. On est des dindes. Avant lui, je n'avais rien vécu, presque rien pratiquement. Une virginité perdue en surprise partie coca whisky joint, quelques tentatives supplémentaires pour chercher l'orgasme au camping de Palavas. Pilule, éviter le pire, on n'en parle pas, discrétion bourgeoise. Les études, les diplômes, voilà, c'est tout. Gravir les marches de la réussite professionnelle. À l'époque, c'était encore possible. Déjà la fin, mais encore possible. Et un jour, bam, lui, Antoine, le coup de foudre en sortant de l'amphi.
le rêve d'une vie avec lui, pas un intellectuel, mais un gars solide dans l'imprimerie à son compte. Je croyais qu'il n'y aurait pas de fin, ni au désir, ni au bonheur. On y croit toutes, on est des dindes. Capri, c'est fini. Déjà passé de mode depuis 10 ans au moins. D'autres rengainent pour remplacer le slow de l'été, laisser sombrer les gondoles à Venise. Les chagrins d'amour, c'était pour mes copines, les autres. Bref, moi, j'aimais, j'étais aimée, comme on dit dans les tragédies. Un homme, une femme, shabadabada, que demander de plus? Imaginez qu'un jour, il y aurait un autre homme qu'Antoine dans mon lit, mais pourquoi donc? Parce que ça arrive, c'est arrivé. Antoine, avec le temps, ne m'a plus fait rire, plus fait jouir, plus envie de lui. Le temps qui passe, d'autres désirs, d'autres bras, lui seulement bon à coucher des chiffres sur un cahier de compte, anxieux des factures à payer, toujours des reproches à cracher. Cupidon se mue en un comptable hargneux. À quoi bon recenser, comme elle dit Léa? Elle ouvre son téléphone. Léa, c'est moi. Quand tu auras ce message, viens. Je suis au square de la place Gambetta où on habitait avant. Je ne bouge pas, je t'attends, on va parler. Éléonore se lève, fait le tour de la plaine de jeux. Les jeux sont ceux d'avant, des vieux jeux d'enfants. C'est drôle quand on y pense. Les gens vivent 2.0 dans le cyberespace, le doigt sur l'écran. Ils affichent toute leur existence en ligne, mais les jeux sont là, identiques, en bois, solides, témoins concrets d'un passé révolu. Et la carriole du vendeur de barbe à papa derrière le kiosque, le même parfum d'enfance, cette odeur de fraise dont Léa raffolait. Elle parle à une Léa, enfant invisible, vue que d'elle seule. C'est comme dans un rêve. Léa, ne cours pas si vite, tu vas tomber, ma poupée. Tu veux une barbe à papa, chérie? J'ai pris un jour de congé. Mon travail peut attendre. Je suis tout à toi. Mon amant est parti. J'ai choisi de ne pas le suivre, de rester. Une mère, ça reste. 5 ans déjà, l'âge de Léa. 5 ans près du comptable hargneux. Il me fait peur, me fait horreur. Il ne faut pas le dire, pas le montrer, surtout pas cacher, recouvrir la plaie des cendres d'un bonheur familial factice, 2 enfants, une maison, une brillante carrière. Laisser Antoine me serrer, moi serrer les dents. Léa, viens goûter ma puce. Une gaufre au sucre, ça te ferait plaisir? Antoine ne pourra pas me reprocher de délaisser les enfants. Il ne pourra pas utiliser ça contre moi. Si je demande le divorce un jour, il faudra trouver le courage. Il faudrait trouver le courage. Il y a des témoins là tout autour. Les témoins du bac à sable. Les gens me connaissent. Ils pourront témoigner. Vous accepteriez de témoigner pour moi, madame? Vous aussi? Léa, ne monte pas sur le grand toboggan, tu es trop petite. On voit bien que je suis une bonne mère. Je la surveille. Mon mari prétend le contraire. Il menace de me les enlever si je bouge encore un cil. Oui, monsieur, certains hommes sont comme ça. Le mien, en tout cas. Une forme de chantage. Si je casse la laisse, il demandera le divorce, la garde des petits. Il dit qu'il produira des preuves. J'ai eu un amant, c'est vrai. Il dit, si tu remues ne serait-ce qu'une oreille, j'ai tout ce qu'il faut. Les preuves, les lettres, tu pourrais partir au diable. Les enfants, c'est moi qui les aurais. C'est un lot. Lui et les enfants, ou la liberté sans les enfants. Bref, j'en crève de ce marchandage. On ne peut pas le laisser faire. Ça ne pourra pas durer toujours. C'est votre fils qui joue avec ma fille là-bas? Vous témoignerez pour moi, monsieur? Ah non, non. Vous dites qu'il les aime autant que moi, les enfants, qu'il n'y a pas de raison de me ménager puisque j'ai fauté. C'est le mot qui vous vient pour une femme adultère. Fauter, macho. Voilà. Donc,
On va repasser en galerie si vous voulez bien. Voilà. Voilà. Voilà, donc il ne nous reste plus énormément de temps. Si ça coupe, je pourrais relancer, mais on a 10 minutes, grosso modo. Voilà. La parole est au spectateur. Alors, Alors moi, je connaissais le texte Les Silences, puisqu'il a été sélectionné par notre comité de lecture et que malheureusement, il n'est toujours pas révélé au public de Cahors. J'en suis désolé, puisque les salles ne veulent pas rouvrir. Voilà, les Alors, gens qui Dominique, gèrent les salles à Cahors ne veulent pas rouvrir. Donc, Dominique, c'est le deuxième report. présentez. J'en suis bien triste. Je voulais dire une chose sur le texte qui me tient à cœur. C'est qu'en fait, Louise a appelé son texte Les Silences. Et une des choses importantes dans l'écriture théâtrale, ce sont justement les silences. C'est ce qui n'est pas dit. D'ailleurs, c'est un point commun avec la musique. Dans la musique, les silences sont notés. Et dans le théâtre, d'ailleurs, les auteurs, de temps en temps, mettent un petit, entre parenthèses, silence. Voilà. Donc, c'est un texte qui a été beaucoup apprécié par le comité de lecture. Pour cette raison, je crois que je peux le dire. Ben merci. Ouais, il y a une récurrence du football. Alors, je ne suis pas une adepte du foot, peut-être que c'est à cause de ça. Tu dis ça par rapport au texte qui a été primé à Vivo-Nemo, Oui. en fait, qui a eu la médaille d'or l'année dernière, c'est ça, Oui. qui est à une encablure du Styx. Alors, à une encablure du Styx, c'est un... C'est pas la même. Ouais, pas le même alors, à une encablure du Styx, c'est encore une histoire de couple. Tout en étant plutôt liée, non pas à l'histoire du couple, mais à une affaire de société, puisque une encablure du Styx, je me suis inspirée de la mort tragique de ce jeune homme dont les parents ne voulaient pas qu'on le débranche et qui était dans le coma, donc de Vincent Lambert. Et donc, j'ai cherché longtemps comment parler de la mort de Vincent Lambert. Et du coup, je l'ai transposé avec un footballeur qui se fait tabasser parce qu'il refuse, il fait exprès de ne pas mettre un but alors que son équipe pourrait gagner, parce que sa femme l'a menacé que s'il gagnait, s'il passait professionnel, elle le quitterait. Voilà. Et il se retrouve en coma dépassé. Et après, c'est tous les mois qui vont se passer entre le moment où il se retrouve à l'hôpital et le moment où finalement sa femme va décider de le faire débrancher contre l'avis de sa famille. Ouais, voilà. Et le football, pourquoi dans Ligne brisée, en fait, je trouvais... on m'a fait un reproche, en fait, quelqu'un qui aime mes textes et qui joue en ce moment un de mes textes qui est Camille et Paul. Elle m'a fait le reproche en lisant ce texte, puisqu'elle cherchait un texte pour la suite. Elle voulait remonter un de mes textes et en fait, je lui ai envoyé celui-là parce qu'il n'a jamais été joué et qu'il était, que c'était pour deux. Et elle m'a fait le reproche en me disant « j'aime pas ce texte » pour des raisons qui sont liées au fait que c'est trop archétypal. C'est-à-dire que le mec avec ses bières devant la télé, c'est trop archétypal. Et justement, mais c'est effectivement ce que j'ai voulu, parce que cette pièce alterne des segments de jeu et des segments, comme on a entendu au départ, qui sont des statistiques.
Et ça m'intéressait de travailler sur la façon dont nos vies rentrent peu à peu dans des chiffres, dans des cases, dans des statistiques. Et ça m'intéressait justement que les personnages soient relativement insérés dans cette société, dans le quotidien des gens. Voilà. Donc, elle ne la jouera pas. Et justement, moi, j'avais une question par rapport à justement toute cette partie commentaire dans la pièce. Tu l'envisages comment au plateau? Est-ce que c'est une voix off? Est-ce que c'est les personnages qui portent ça aussi? Écoute, comme je ne me suis pas posé la question de la mettre en scène moi-même, j'ai laissé la question ouverte et le soin au metteur en scène de se débrouiller avec. Voilà. D'accord. Mais si je devais la mettre en scène, je pense que je la ferais, en fait, ce serait soit sur des écrans, un peu comme quelque chose, je ne sais pas si tu as vu la pièce d'Anne Liégeois, L'entreprise. Non, mais je vois à peu près, Voilà. ouais. Et donc, c'est cette façon de pouvoir projeter et voir en fait des gens, mais ce serait une voix très blanche, hein. Ce ne serait pas interprété, parce qu'en fait, les statistiques, elles sont froides. Et c'est ça qui m'intéressait c'est de voir en fait, la différence entre le côté assez brûlant de ces personnages qui se débattent avec la vie et comment, à chaque fois, leurs actions, si elles sont considérées au travers du prisme de l'administration, ça va devenir des chiffres complètement froids, complètement dépourvus de quoi que ce soit. Par exemple, la deuxième partie, il y a la rupture, et la deuxième partie, c'est le divorce. Et à la fin de cette partie-là, Sylvie dit « ça y est, je suis divorcée, je viens d'entrer dans les statistiques ». D'accord. Et voilà, c'est un peu donc il y a quatre segments qui sont entrecoupés à chaque fois d'un patch de statistiques. Bon, alors, comment le rendre au plateau? Je ne sais pas, je ne pensais pas que les personnages l'assumeraient, mais c'est tout à fait possible. Après, c'est des choix de mise en scène. En tant qu'auteur, je ne sais pas si… Enfin, bien sûr, on a notre mot à dire, puisque moi, quand j'écris, je l'entends, je le vois au plateau, etc. Mais je me dis que si, une fois que le texte est terminé, qu'on le lance, qu'on le donne, qu'il est édité ou qu'on l'a donné à une compagnie, il faut que la compagnie, les comédiens, le metteur en scène se sentent complètement libres d'utiliser ce que j'appelle un matériau. Un matériau dans lequel on a mis quelque chose en tant qu'auteur, mais ce quelque chose n'est pas… c'est ma vision. Et la vision de quelqu'un d'autre sera une autre vision par rapport à ce texte. Là, en ce moment, justement, les silences, en fait, il y a deux comédiennes qui sont en train de s'en emparer et qui font un début de lecture avec, donc c'est Nadine Darmon et Séverine Cojano qui font ça avec l'idée, enfin, Nadine Darmon fait partie des Tréteaux de France, et en fait, ce serait Alain Baptiste qui mettrait en scène. Mais pour l'instant, j'en parle pas trop parce que c'est à l'état de d'ébauche. Bon, elles ont fait une première lecture, un travail avec Alain Baptiste, et puis elles en refont un le 3 mars en présence de Renucci, mais pour l'instant, on ne sait pas si ça va déboucher, s'il y aura l'argent, s'il y aura des lieux pour accueillir, s'il y aura des coproductions. Donc, on en est là. Donc, je suis très prudente par rapport à ça. Mais
justement, on discutait avec Nadine l'autre jour, elle m'appelait en me disant, tu vois la deuxième scène du square, c'est vachement dur parce que en réalité, elle monte la mer, elle monte sur le bateau en cordage de la plaine de jeu. Enfin, ça, c'était ma vision de la chose. Et elle me dit, avec Alain Batti, quand on a commencé à travailler en février, la première chose qu'il nous a fait faire, il a dit, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de cordage, tu as un banc, tu montes sur le banc et à partir du banc, tu imagines le bateau, tu imagines tout, mais tout se passe sur le banc et c'est comme un rêve. Et du coup, ma vision, mes didascalies, etc., elles sont là, elles peuvent inspirer peut-être d'autres comédiens ou une autre compagnie, mais en tout cas, ceux-là ne sont pas partis pour en tenir compte. Et ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas parce que je trouve que c'est une richesse supplémentaire d'avoir d'autres regards sur ce qu'on a écrit. Enfin, il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien. J'aime bien quand quelqu'un découvre et me fait découvrir des choses par rapport à ce que j'ai écrit. C'est surtout ça. C'est que souvent je redécouvre des choses que moi je n'avais pas vues dans ce texte. J'y avais pas mis ça. Et pourtant c'est là puisque d'autres le voient. Et je pense que tous les auteurs qui sont là pourraient dire la même chose. Enfin, je sais pas, Daniel pourrait dire la même chose, je pense, ou toi, Séverine, qui écrit, et tu mets en scène aussi. Mais quand tu mets en scène tes propres textes… Bah, c'est pour ça que moi j'ai de plus en plus de mal à donner aux autres maintenant. Plus ça va, plus j'ai du mal. C'est pour ça que cette question m'intéresse beaucoup. Ouais, je commence à devenir très très égoïste et très très renfermée sur mon travail. Mais bon, c'est moi. Mais je trouve ça très intéressant, effectivement. Je pense de voir que d'autres personnes voient des choses qu'on a écrites et qu'on nous, on ne voit pas. Ça, c'est vrai que ça m'a l'air très intéressant, quoi. Ouais, mais c'est à la fois intéressant et quelquefois frustrant. Enfin, frustrant, oui. Pareil, j'ai un autre exemple. Et là, j'ai été frustrée. Frustrée ou… Enfin, c'est pas frustrée, mais je me suis dit que finalement… le metteur en scène n'avait peut-être pas compris ce que j'avais voulu dire. C'est le premier texte de théâtre qui a été édité, c'est Comme un parfum d'épices dans les odeurs de menthe. Dans la première scène, ça se passe en Irak, en 2007, au moment où il y a l'invasion américaine, et c'est un dialogue entre un jeune homme qui veut aller s'engager dans le djihad, alors qu'il est très intégré. C'est un étudiant, il est en jean, c'est dit dans les didascalies. La fille, elle n'est pas du tout, elle est très, très occidentalisée, elle a fait des voyages en France, etc. Donc, elle n'est pas du tout dans l'archétype de la la méditerranéenne d'Irak avec le voile, etc. Or, la metteur en scène, elle l'a habillé le mec en djellaba, elle a mis la fille sous voile, et en fait, j'ai été très, très, très frustrée. Enfin, quand je l'ai vue, j'ai été un peu interloquée parce que le choix de la mise en scène disait le contraire de ce que disait le texte. Alors, quand ça sert le texte, ça va. Mais quand ça va à l'encontre du texte, tu te dis qu'il faudrait de temps en temps apprendre aux comédiens ou aux metteurs en scène à lire un texte, c'est-à-dire à le comprendre. Est-ce qu'elle a justifié ses choix? Pardon? Pardon. Je disais, est-ce qu'elle t'a justifié ses choix?
Bah oui, c'était sa vision, c'était sa vision pour montrer au public où on était. Enfin, ça situait le lieu, ça situait, certes, Ouais. mais l'esprit. En fait, il y avait une volonté de représentation, de représenter, mais pas une volonté de mettre les personnages dans la situation qui était une situation pour la fille de libération et pour lui, lui, en fait, il était en état de résistance. C'est pas parce qu'il était islamiste qu'il voulait s'engager, c'est parce qu'il voulait foutre les Américains dehors de son pays. Un peu comme les Français ont voulu foutre les Allemands dehors. Lui voulait foutre les Américains dehors de son pays. Ce n'était pas forcément pour faire un gouvernement islamique, hein, une république islamique. Et je pense que c'était plus perceptible. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vachement plus regardante au niveau des mises en scène. Non pas pour empêcher les metteurs en scène de faire ce qu'ils veulent, mais pour les empêcher de faire dire à mon texte le contraire. Oui, alors, il y a un autre aspect dans tout ce qu'on est en train de débattre. Dans les écritures théâtrales, il y a des écritures qui sont très ouvertes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas didascalie, par exemple, il n'y a pas d'indication scénique. D'ailleurs, je crois que pour Molière, notre papa à tous, je crois qu'il n'y a qu'une seule didascalie, me semble-t-il, dans toute son œuvre. Et donc, il y a des écritures ouvertes et il y a des écritures, ce qui est le cas là dans ce qu'écrit Louise, des écritures qui sont très serrées, c'est-à-dire que ce sont des écritures qui donnent des indications de représentation sur des thématiques très resserrées. Et là, ça ne donne pas toute la liberté à l'équipe qui va le monter. Et je crois que c'est ça les enjeux. Il faut bien que quelqu'un qui s'empare d'un texte, d'un auteur, accepte que l'auteur a son univers et que c'est cet univers-là qu'on va défendre. Quand il s'agit d'écriture ouverte, ce qui est mon cas parce que j'écris plus des choses d'ordre musical, et là, on est dans la libre interprétation. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. J'en suis ravi. Voilà. Donc vraiment, il y a ces deux familles. Hein. Il y a ces deux familles dans les écritures contemporaines. Hein. Je crois qu'il faut bien en être conscient. Très, très, très bien. Votre intervention était super. Parce que c'est ça que j'enseigne aussi à mes étudiants, qu'il y a des écritures où l'écrivain donne des indications précises et il y a aussi ce vague. Ça dépend, oui. Les auteurs contemporains, il y a deux. Il y a deux catégories. C'est ça, c'est très bien, Dominique. Très, très bien ce que je vous avais dit. Mais même si tu donnes des indications, tu peux très bien voir une interprétation de ton texte alors que ces indications n'ont pas été complètement suivies. En fait, j'ai un autre exemple, c'est avec comme une lune de sang dans un ciel de cendres, qui est montée par deux compagnies différentes, deux compagnies professionnelles différentes. Il y en a une qui l'a montée, donc c'est Stéphanie Slimani qui a fait la mise en scène, et elle a fait une mise en scène moi, j'ai jamais donné de lieu en fait, et elle l'a imaginé dans l'asile de fous dans lequel elle pense que le personnage se trouve à la fin. Oui, par exemple, vous laissez libre le metteur en scène. Vous dites, par exemple, à Tavantel, vous dites, les années ont passé. Le lieu est à choisir par le metteur en scène selon le sens qu'il veut donner à la scène. C'est ça. Camille par-delà le temps et l'espace. Paul, lui, s'adresse à un interlocuteur invisible, un journaliste, par exemple. Donc, le metteur en scène peut interpréter selon sa vision du monde, selon l'esthétique qu'il va suivre, ce qu'il va faire. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Je crois, Louise, que
Pardon, Oui, je t'en prie. vas-y, je t'en prie, vas-y. Je disais, je crois que ce que tu mets en évidence est très important. C'est-à-dire que en tant que metteur en scène, moi beaucoup donc avec des jeunes et essentiellement sur les pièces de Shakespeare, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup discuter sur tout ça, on verra par la suite, ensemble, je veux dire, dans nos rencontres. Mais tu peux faire un choix qui a un contresens par rapport à la proposition. C'est ce que tu disais. Mais je crois que si on choisit un texte en tant que metteur en scène, c'est parce qu'on y prend quelque chose à l'intérieur qui nous touche, qui nous parle et qui est la vision effectivement de l'auteur, c'est ce que tu disais. Et faire un contresens par rapport à des propositions de didascalie ou de cadres donnés, c'est pour aller mettre plus à vif, plus au jour ce qu'on y a trouvé, ce qu'on y a aimé et ce que l'auteur a voulu défendre, je crois en tout cas. Oui, et oui, c'est pas pour se montrer et c'est pas pour faire le beau ou c'est pas pour chercher le scandale à tout prix. Enfin, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure me paraît choquant parce que si c'est que faire du scandale, c'est pas respecter le cœur du texte. Or, le cœur du texte, c'est quand même l'essence même Ah oui, de la c'est mise en ça, scène. oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous, oui, c'est ça. Parce Oui, qu'après, mais on peut mettre en scène Shakespeare en étant n'importe où. Bon, c'est plus ouvert, ça permet des choses. Mais même sur un Molière, enfin, je crois que c'est des questions qui sont importantes, ça. oui, Il y a non, le mais fait aussi, pardon. c'est vrai. Hein. Il y a le fait aussi que ce sont deux personnages qui ont vécu, qui ont existé. Et c'est Oui. encore plus compliqué parce que, comme tu disais, il y a une question de respect aussi et de quelle liberté on se donne par rapport à ça. Donc, par rapport à toi, par rapport à tes didascalies et par rapport aux personnages. C'est-à-dire que quand je l'ai écrit, je me suis appuyée que sur des choses réelles, c'est-à-dire sur les lettres de Camille, sur les lettres de Paul, sur les biographies dont j'étais sûre que ce n'étaient pas des biographies romanesques, mais des choses qui étaient dans la précision. J'ai recoupé avec les lettres. J'ai fait une grosse bibliographie avant de l'écrire. Et à partir de là, je me suis dit, ce que je peux écrire sur Camille et sur Paul, je ne les trahirai pas. Je ne trahirai ni l'esprit de Paul, ni sa foi. En tant qu'auteur, je ne juge pas. Paul, j'aime mes personnages quand j'écris, comme un comédien aime les personnages quand il les joue. En fait, je défends mes personnages quand j'écris. Et Paul, dont tout le monde me dit oui, c'est un salopard, il a laissé sa sœur mourir à l'asile, c'est vrai, mais moi, en tant qu'auteur, je fais parler Paul. Donc, en fait, je fais parler le cœur de Paul. Lorsqu'il s'exprime avec sa sœur en 1905, il ne l'a pas encore fait interner, sa sœur. Et elle parle avec ce qu'elle est, avec sa personnalité, elle est très dure. En fait, Camille n'est pas une sainte. Aujourd'hui, on en fait une sainte, mais Camille buvait, Camille était débridée, elle faisait du bruit, elle hurlait. Donc, c'est pas une sainte. Donc, en fait, on en fait une icône. Mais moi, dans la réalité de ce que j'ai lu, de ses lettres, de ce qu'elle était, je la place à un moment donné et j'essaye de respecter ce qu'elle est, ce qu'elle dit. Et en fait, je l'aime, j'aime Paul. Et en fait, je fais en sorte que le public se fasse lui-même son idée. Lorsqu'il y a la scène finale où Paul s'adresse par-delà le temps, peut-être à un journaliste, où il dit tous les regrets qu'il a, mais qu'il ne pouvait pas faire autrement parce que de toute façon, c'était trop dur pour lui. Après, c'est au public de juger. Et quand Camille lui répond « Tu m'as laissé 13 visites en 30 ans », après, c'est au public de juger. Moi, je ne juge pas. J'estime que ce n'est pas mon rôle d'auteur parce que j'aime mes personnages. Toujours. Oui, et le dernier monologue de Camille est vraiment très, très fort. Est vraiment très fort parce que la 7e scène, Tarentelle, j'aime beaucoup ce titre que vous avez donné, Tarentelle. C'est comme une danse De folie. C'est la folie, oui, c'est ça, c'est la tarentelle.
Et c'est une scène, un fragment excellent, Louise. Ben, merci. Merci beaucoup. Bon, bah, je ne sais pas, c'est parce que ça m'a mis une petite annonce en disant qu'on était déjà arrivé à 40 minutes et que ça allait bientôt couper. Donc, il reste 7 minutes 29. Il nous reste 7 minutes et demie, oui. Bon, alors on a encore le temps d'une question si vous voulez, ou d'une remarque, d'un commentaire. Non. Alors, c'est encore moi. Et tu as quelque chose sur le feu en ce moment? Tu écris? Oui. En ce moment, je suis en train d'écrire et ça me donne bien du souci. Ça fait 2 ans que je suis dessus, que je le prends, que je laisse. Je suis en train d'écrire une pièce sur Hannah Arendt. Et je l'ai recommencé au moins 4 fois en 2 ans, sans jamais trouver le fil qui me permettait d'aller au-delà de la moitié. À chaque fois, j'ai déchiré, j'ai jeté. Et je pense enfin avoir trouvé le joint. Alors, je suis contente parce que là, il me reste la dernière scène, enfin vraiment la toute fin à écrire, mais je crois avoir trouvé. J'ai mélangé les vivants et les morts. Et en fait, c'est une soirée où Hannah Arendt se retrouve avec ses amis, son mari, sa mère qui est morte depuis X temps. C'est comme si le temps n'existait pas. Ils sont là, ils dansent, ils chantent et en fait, ils vont parler des choses graves que sont le totalitarisme, le procès d'Eichmann à Jérusalem. Ils vont aborder toutes ces questions-là tout en buvant et en écoutant de la musique de jazz. Voilà. Et du coup, je pense avoir trouvé le joint. Maintenant, il faut arriver à la scène finale. Et le plus dur dans une pièce, c'est pas de débuter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui êtes auteur, mais c'est de finir. C'est de trouver à la fois une chute qui soit émouvante pour le public, qui n'en disent pas trop, mais qui ne coupent pas. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les auteurs. Alors, moi, je dirais c'est comme pour la composition musicale, l'intro et le final. Après, au milieu… C'est du remplissage. Si on est un bon compositeur, on va pouvoir je voulais juste dire une chose par rapport à Claudel. Pour moi, la plus belle didascalie de théâtre, c'est celle qui introduit le soulier de satin, qui est un très beau morceau de littérature extraordinaire, et où il dit « faites ce que vous voulez ». Faites ce que vous voulez, sauf que quand il écrit son texte, c'est tellement beau de dire aux gens, faites ce que vous voulez, avec sa plume, c'est génial. Tous les ans, je le lisais à mes élèves du lycée. Tous les ans, au début de l'année, je lisais cette didascalie introductive parce que tout le théâtre est là, en fait. Mais on a un autre rendez-vous avec le Théâtre de la Porte Saint-Michel, c'est le 6 mars, par visio, toute la journée. Où il y aura 6 textes qui ont été sélectionnés, parmi lesquels le texte de Daniel, qui nous rejoindra en visio. Parce que ce sera en répétition le même jour. Donc, si ça vous intéresse, mes amis grecs, de venir vous connecter, vous êtes les bienvenus. C'est samedi 6 de 10h à midi et l'après-midi de 14 à 16h. Pour être rentré pour le couvre-feu. Merci à Agnès Aboulin pour cette initiative du Théâtre de la Porte Saint-Michel à Avignon. Merci à vous qui êtes venus passer un moment avec nous et ces lectures, et à une prochaine fois, j'espère. À bientôt.